Très bien. Donc, Stéphane Le Hérissi a conduit ses travaux de thèse d'université en neurosciences dans l'équipe du professeur Yves Agide à Paris, puis a effectué un postdoctorat en neuroimagerie fonctionnelle au CEA à Orsay avec le professeur Denis Lebihan. Il a travaillé durant près de 3 années dans le Centre for Magnetic Resonance Research de l'Université du Minnesota avec le professeur Camille Gurbil. Son domaine de recherche concerne l'étude structurelle et fonctionnelle du cerveau humain normal et pathologique, en particulier à l'aide de l'IRM fonctionnel et de la tractographie en tenseur de diffusion. Ces thèmes de recherche sont centrés autour de l'étude de l'organisation anatomo-fonctionnelle du système moteur et des ganglions de la base chez l'homme normal et dans les pathologies du mouvement, notamment syndrome parkinsonien, dystonie, tremblement essentiel, maladie de Huntington, ainsi que les démences neurodégénératives. Il a publié un très grand nombre d'articles dans des revues internationales de premier plan. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler de la neuroimagerie à l'ère du patient numérique. En tant que neuroradiologue, je vais donc vous montrer des images qui tournent autour de la prise en charge des patients dans les services de neuroradiologie et des voies de développement futures. 4 points seront abordés. Le premier, c'est autour de l'approche multimodale d'un patient qui présente une tumeur, les différents outils d'IRM qui sont à notre disposition. La deuxième partie, c'est la recherche de marqueurs plus précoces des maladies autour de la maladie de Parkinson. L'image pour localiser des cibles chirurgicales, vous verrez aussi les atlas. Et enfin, le développement de thérapies guidées par l'imagerie, qui sont de nouvelles approches qui utilisent l'imagerie pour le traitement des patients. L'approche multimodale de la pathologie cérébrale peut être illustrée assez bien avec l'exemple des tumeurs gliales. Donc, ce sont des tumeurs qui sont primitives, donc qui dérivent des cellules du cerveau elles-mêmes, avec une prévalence de l'ordre de 5 pour 100 000, qui peuvent être soit de bas grade, qui sont considérés comme relativement bénignes, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer sur de longues années, ou de haut grade, qui sont considérés comme malignes. Les premières images qu'on peut obtenir chez ces patients sont des images qu'on appelle anatomiques, qui sont avec une pondération qu'on dit T1, où on voit ici, dans cette région-là, une masse relativement sombre qui correspond à la lésion. Et ces images anatomiques nous permettent de la segmenter, de la reconstruire en 3 dimensions et d'avoir une idée de la localisation précise par rapport à l'anatomie du cerveau. On a aussi d'autres séquences qui permettent de voir l'influence de cette tumeur sur le parenchyme cérébral, le tissu cérébral. On peut injecter un produit de contraste, comme on le fait au scanner, qui est un produit de contraste particulier. Et lorsque la lésion devient blanche, ici, il s'agit d'une prise de contraste, un rehaussement de signal, on considère que la barrière hémato-encéphalique entre le cerveau et le sang, qui est une barrière qui protège le cerveau, est rompue. C'est un indice de sévérité, de malignité. On peut faire des cartographies de perfusion, c'est encore des techniques différentes qui nous permettent de voir et de quantifier la quantité de sang qui va arriver dans la lésion. Et vous voyez ici une petite zone rouge qui indique que cette tumeur est richement vascularisée, aussi un indice de sévérité. On peut utiliser la spectroscopie. La spectroscopie ne fait pas des images, enfin elle peut en faire, mais pas ici. Vous voyez ici des pics qui correspondent à la présence d'un métabolite dans le cerveau. Celui-ci, le N-acétylaspartate, est compris dans les cellules neuronales, et celui-ci, la choline, est compris dans les membranes. Et vous voyez que chez un patient, là c'était un spectre normal, eh bien, la choline va augmenter beaucoup alors que le N-acétylaspartate diminue. C'est donc une perte des neurones qui contiennent le N-acétylaspartate et une augmentation des membranes qui sont dans ces cellules cancéreuses. On peut faire une imagerie fonctionnelle, tout ça dans le même temps, avec par exemple un patient qui va bouger sa main et quasiment en temps réel, en 2 minutes, on peut obtenir une cartographie qui montre la présence ici en rouge de la région qui commande le mouvement de la main. On peut aussi faire parler les gens, par exemple chercher des noms d'animaux ici et voir les régions qui commandent la parole, qui sont localisées à côté de la lésion et dresser comme ça une cartographie extrêmement précise de la position de la lésion et des régions fonctionnelles qui permet au chirurgien de guider son geste de façon à être le moins invasif possible. Mais ce n'est pas tout, on peut continuer à faire des acquisitions qu'on appelle de diffusion. La diffusion de l'eau peut être mesurée en IRM et grâce à cette technique, on peut reconstruire les faisceaux de fibres, les voies de communication du cerveau. Et vous voyez ici, à côté de la lésion, différentes voies de communication. Ici en bleu, les voies de la motricité, ici en vert,
les voies du langage, et ce qui nous permet aussi d'avoir une idée de ces régions fonctionnelles qu'il faut absolument préserver dans tous les traitements qui seront envisagés. Vous voyez les voies de la motricité, ici les voies du langage, qui vous montrent la proximité entre ces voies du langage et la lésion. Donc si on résume avec un seul examen qui dure moins d'1 heure, on peut avoir une approche anatomique précise, on peut voir le retentissement sur le parenchyme cérébral, déterminer si la lésion présente un degré de sévérité, de malignité, étudier son métabolisme et voir la fonction du cerveau normal ainsi que les voies de communication autour de la lésion. Donc ça vous donne une idée un peu de la richesse de cette technique d'IRM qui peut être utilisée chez ces patients. La deuxième approche, c'est une approche cette fois plus ciblée sur la recherche de marqueurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser nos images, et là en l'occurrence l'IRM, pour essayer de trouver des marqueurs qui nous indiquent, qui nous renseignent sur la pathologie. Alors l'exemple, c'est la maladie de Parkinson. Vous connaissez tous la maladie de Parkinson, environ 120 à 150 000 personnes en France, avec ces signes moteurs caractéristiques, donc des personnes qui sont rigides, qui sont akinétiques, c'est-à-dire qui bougent peu, et qui ont un tremblement de repos. Cette maladie de Parkinson est liée à une perte des neurones qui contiennent de la dopamine, les neurones dopaminergiques, qui sont situés dans une petite structure qui est ici, entourée en rouge, qui s'appelle la substance noire ou substantia nigra, qui va projeter sur d'autres régions et envoyer de la dopamine dans ces structures, notamment ici le striatum. Alors on peut voir ces projections avec des techniques d'imagerie comme la tomographie à émission de positrons, qui est utilisée depuis très nombreuses années, avec un traceur qui s'appelle la fluorodopa par exemple, et qui montre ici la présence des terminaisons de ces neurones dopaminergiques dans le striatum. Plus c'est jaune, plus il y a de terminaisons. Voici un aspect normal. Et voici un patient, on voit que toute la partie postérieure du striatum a disparu, et donc une baisse de la dopamine. Mais avant la maladie de Parkinson, avant que les patients présentent des troubles moteurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut essayer de la détecter plus tôt, c'est-à-dire qu'éventuellement on pourrait avoir une approche thérapeutique avant la maladie? Eh bien d'abord, il y a une phase prémotrice, une phase pendant laquelle il existe des troubles qui ne sont pas moteurs, qui sont des troubles qui sont différents et qu'on va détailler par la suite, et une phase également préclinique, qui est une phase dans laquelle cette fois il n'y a aucune anomalie clinique, mais par contre il y a des anomalies des marqueurs en imagerie. Et ces personnes qui présentent soit des anomalies des marqueurs en imagerie, soit des troubles non moteurs qui peuvent évoluer vers une maladie de Parkinson, sont considérées comme des personnes à risque et pourraient donc être la cible de thérapeutiques qui pourraient être efficaces pour prévenir la survenue des troubles moteurs. Donc c'est donc important de détecter précocement cette maladie parce que ça nous permet de mieux comprendre déjà la progression des signes dégénératifs dans le cerveau avant que les troubles moteurs arrivent. Ça nous permettrait de la détecter chez des patients qui n'ont pas encore la maladie de Parkinson et éventuellement de les sélectionner pour des essais thérapeutiques qui pourraient modifier l'évolution de la maladie. Alors parmi ces troubles prémoteurs, donc ces anomalies cliniques qui n'entraînent pas de pathologie motrice, il en est un qui attire beaucoup l'attention, qui est ce qu'on appelle le trouble du comportement pendant le sommeil paradoxal. C'est des gens qui, pendant le sommeil paradoxal, la période du rêve où normalement on ne bouge pas, sauf les yeux, eh bien, vont se mettre à vivre leurs rêves de façon extériorisée. Ils auront donc une activité motrice importante avec une augmentation du tonus musculaire pendant cette phase de sommeil paradoxal. Donc voilà ce que ça donne. Donc, ces personnes qui dorment, ne se rendent pas compte, et qui se mettent à vivre le rêve. Donc là, c'était un rêve extrêmement agité. Comme vous pouvez le constater, ça ne réveille pas les gens en général, sauf quand ils se blessent éventuellement. Ça réveille le conjoint qui est très mécontent, et c'est souvent le conjoint qui amène le patient à l'hôpital. Et quand on présente un trouble du comportement en sommeil paradoxal, eh bien on a malheureusement beaucoup de risques de développer une maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien apparenté. Si on attend 10-15 ans, vous voyez, donc les patients qui présentent ce trouble isolé et vont finir par développer des signes parkinsoniens. On ne connaît pas précisément l'origine de ces troubles, mais ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, une petite structure du tronc cérébral qui s'appelle le locus subceruleus, qui est représenté ici, serait impliquée. Le problème, c'est que quand on fait une IRM standard, et là vous avez une IRM classique, eh bien, dans cette région du tronc cérébral, là, c'est très homogène, on ne sait absolument pas la mettre en évidence. Mais on peut s'aider de nos connaissances histologiques. Les neurones de cette région, le complexe ceruleus, subceruleus, qui serait impliqué dans ces troubles du mouvement pendant le sommeil paradoxal,
contiennent un pigment qui s'appelle la neuromélanine. Et la neuromélanine est une structure, une molécule qui est avec des propriétés magnétiques qui s'appellent paramagnétiques. C'est les mêmes propriétés que celles des agents de contraste qu'on va injecter pour étudier une lésion, comme une tumeur par exemple. Et ce qui fait qu'elle va apparaître hyper intense, c'est-à-dire blanche, sur certaines séquences IRM, comme celle-ci. Vous voyez un tout petit point blanc, alors c'est discret vraiment, hein. On le voit ici et là. Vous avez là le tronc cérébral, en arrière vous avez le cervelet, ici un ventricule, et deux petits points blancs tout petits qui correspondraient à cette structure. On peut les reconstruire sous forme d'atlas pour avoir une meilleure idée de l'anatomie en 3 dimensions. Donc là vous avez une vue de profil, où on voit cette structure allongée, ici une vue de face avec la structure donc, qui est le long du ventricule, et là vous avez une vue axiale, horizontale de ce noyau qui correspond à la structure d'intérêt. Donc on a mis en évidence avec cette séquence la région. La question qu'on va poser, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'il en est chez un patient qui présente une maladie de Parkinson avec ce trouble du comportement en sommeil paradoxal. Regardez, de nouveau, un sujet témoin. Vous avez là quelqu'un qui n'a pas d'anomalie de sommeil, on voit la petite région en blanc, et un patient parkinsonien avec cette anomalie, on voit qu'elle a presque disparu. Ça veut dire que vraisemblablement, les neurones qui contiennent la neuromélanine de cette région ont dégénéré et sont maintenant quasiment absents. C'est pas tout. On a montré que cette structure était atteinte. On veut maintenant la lier avec les signes cliniques présentés par les patients. Et pour ça, on va utiliser de nouveau l'imagerie corrélée à la clinique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, pendant que le patient dort, mettre une petite électrode d'électromyogramme sur son menton et regarder les bouffées motrices qui sont là et effectuer une corrélation entre l'importance du signal en IRM et la présence de ces bouffées motrices. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'il existe une bonne corrélation, ce qui nous relie en fait l'atteinte de cette région avec les signes cliniques. On a donc maintenant un marqueur qui existe, qui permet d'aller voir dans le cerveau s'il existe une dégénérescence. On l'a relié avec ce signe clinique et on pourrait étudier ces patients pour voir comment cette dégénérescence s'installe au cours du temps, pendant la phase où ils vont avoir des troubles du comportement sommeil paradoxal, jusqu'à ce qu'ils aient la maladie. On a donc là la possibilité de voir la dynamique d'évolution de la neurodégénérescence. Le deuxième point dont je vais vous parler dans la maladie de Parkinson, c'est l'atteinte de la substance noire. Traditionnellement, l'IRM, ça ne voit pas grand-chose dans la maladie de Parkinson et ça voit en particulier rien dans la substance noire. Mais ce n'est plus tout à fait vrai. 2 points sont importants. Le premier point, c'est que les neurones dopaminergiques de cette substance noire, si vous avez ici une substance noire avec une représentation histologique, cette perte des neurones débute dans une région particulière qui est la région caudale, donc inférieure, et qui est plutôt latérale, notamment dans une petite région qui a été décrite par Philippe Damier dans le groupe de Ivagide il y a plusieurs années, qui s'appelle le nigrosome 1. C'est une petite région spécifique de cette substance noire. Et puis le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'il existe une anomalie du métabolisme du fer dans la substance noire. Il y a notamment une augmentation des taux de fer qui ont été montrés, puis d'autres anomalies. Et on sait que le fer est impliqué dans la synthèse de la dopamine, et puis la formation de radicaux libres, et également le stress oxydatif. Donc il pourrait intervenir dans la neurodégénérescence. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Parce que si on regarde cette région du nigrosome 1, et qu'on utilise maintenant des IRM très performantes, à 7 Tesla. Quand vous faites une IRM chez le radiologue, c'est plutôt 1,5 ou 3 Tesla, c'est l'unité de champ magnétique. 7 Tesla, c'est donc plus que 2 fois plus. Eh bien, à 7 Tesla, vous pouvez gagner en résolution spatiale. Vous allez avoir des voxels qui vont faire 500 microns, donc 500 microns de taille, c'est vraiment tout petit, et on commence à avoir une résolution presque histologique. Et alors, si on regarde bien dans cette substance noire, qui est ici représentée en noir parce qu'elle contient du fer, il y a une petite poche claire chez un sujet normal, que je vais entourer là, et qui, chez le patient, va se charger en fer. Et du coup, elle devient noire de nouveau. Donc on peut voir, finalement, l'arrivée de la pathologie dans cette région du nigrosome 1, avec ses IRM très performantes, et la charge en fer qui s'installe dans cette partie de la substance noire.
La charge en fer, on peut la mesurer aussi. On peut également la quantifier avec des techniques d'IRM particulières. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on accumule les techniques d'IRM différentes avec deux techniques qu'on ne va pas détailler, mais l'une, c'est ce qu'on appelle la relaxométrie, avec la relaxométrie R2 étoile. Plus il y a de flair, plus c'est noir, on peut mesurer ça. Et puis ici, c'est l'imagerie de susceptibilité qui nous donne des informations grâce aux informations de phase qui sont contenues dans les images IRM sur cette susceptibilité magnétique qui est la faculté à s'aimanter sous l'action d'un champ magnétique. On va donc récupérer le signal IRM. Ici, plus c'est blanc, plus il y a de susceptibilité, donc plus il y a de fer. Et certaines études d'histologie ont montré qu'il y avait une corrélation qui était très bonne entre ces paramètres qu'on quantifie véritablement en IRM et la charge en fer. On a donc une mesure indirecte de la charge en fer qu'on peut réaliser. C'est donc un biomarqueur caractéristique mesurable, donc qui est une signature de la charge en fer. Et c'est vraiment quantifiable, on a une valeur précise. Dans la maladie de Parkinson, quand on regarde dans cette substance noire, ça a été montré depuis longtemps, eh bien, il existe bien une augmentation de la charge en fer chez les patients qui ont une forme idiopathique de maladie de Parkinson. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que je voudrais attirer votre attention sur ce point-là, c'est qu'on peut aussi étudier les quelques rares formes de maladies de Parkinson génétiques, moins de 5%, qui sont liées à des mutations. Alors quand on regarde les patients qui ont des mutations et qui ont une maladie de Parkinson, bien, il y a encore plus de charge en fer, donc ça c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsqu'on est un porteur sain, c'est-à-dire qu'on a juste la mutation, mais pas encore la maladie de Parkinson, et peut-être même jamais dans le futur, mais en tout cas on a un facteur de risque, eh bien on a une augmentation importante de la charge en fer par rapport aux valeurs de témoins. Et ça c'est très intéressant parce que là aussi ça nous donnera une idée de la dynamique de l'arrivée de cette charge en fer et comment elle est liée à la neurodégénérescence en regardant les autres marqueurs de la substance noire. Voilà, donc autour de ces deux exemples, je vous ai montré comment on utilisait l'imagerie pour aborder les phases de plus en plus précoces des pathologies, essayer de trouver des marqueurs pour essayer de voir les dynamiques d'évolution de la neurodégénérescence et puis éventuellement de sélectionner ces patients pour des essais thérapeutiques. Un troisième point, c'est celui de la chirurgie guidée par l'imagerie. Ces patients avec maladie de Parkinson, on les traite bien sûr médicalement pendant très longtemps, mais quand les médicaments sont moins efficaces ou qu'en tout cas il y a plus d'effets secondaires et que les patients n'en tirent pas le bénéfice escompté, on peut avoir recours à un traitement chirurgical. Et c'est ce qu'on appelle la chirurgie stéréotaxique. Alors ça se fait dans la maladie de Parkinson, mais ça se fait aussi dans d'autres pathologies comme le tremblement essentiel. Et une des cibles importantes, c'est ce qu'on appelle le noyau sous-thalamique. Regardez cette petite structure qui est là. Alors la substance noire, elle est là, on la voit, elle est chargée en fer. Et juste au-dessus, vous avez le noyau sous-thalamique. Et le noyau sous-thalamique va contrôler par une série de circuits successifs les neurones qui vont du thalamus au cortex. Et dans la maladie de Parkinson, eh bien, ils sont trop actifs et ils vont inhiber ces neurones du thalamus au cortex et donc probablement contribuer à inhiber le mouvement. C'est pour ça qu'il y a une des raisons pour lesquelles il y aurait moins de mouvement. Alors on peut être amené à proposer un traitement chirurgical qui va mettre une électrode dans ce noyau pour aller essayer de bloquer cette hyperactivité du noyau sous-thalamique. Et pour cela, des atlas ont été développés, avec ici l'atlas développé par la plateforme de stéréotaxie d'Éric Bardinet, Sarah Fernandez-Vidal et Jérôme Yelnik à la Salpêtrière, où on peut représenter la position du crâne avec un scanner, la position de notre noyau sous-thalamique, différentes autres structures d'intérêt à l'intérieur du cerveau et modéliser la position et la trajectoire des électrodes qui vont ensuite aller se placer dans le noyau sous-thalamique. Vous voyez donc la précision ici pour une structure qui fait environ 1 cm. Elle a beau faire 1 cm, elle a quand même différents territoires. Un territoire qui est plutôt associé au comportement, ici à la cognition et ici aux régions motrices. On peut regarder également la position des différents contacts de l'électrode par rapport à de ce noyau sous-thalamique. On peut voir ça en 3 dimensions, ça peut tourner, et on peut modéliser, ici superposer les différents contacts qui ont donné des bons résultats chez différents patients. Ce qui permet de déterminer, par exemple, que pour certains sujets, lorsque vous avez des contacts qui sont placés dans ces régions-là, vous avez plus de troubles cognitifs qui peuvent survenir après la chirurgie, alors que lorsque c'est un petit peu plus haut, il n'y a pas de déclin cognitif.
voyez donc l'importance de ces atlas qui permettent d'aller cibler des petites structures qu'on ne voit pas très bien avec les séquences d'IRM classiques et qui permettent ensuite d'aller déterminer et mieux modéliser la meilleure position des électrodes chez les patients. Alors dans la dernière partie, je vais vous parler de nouvelles approches thérapeutiques qui sont guidées par l'imagerie avec le premier travail qui est en collaboration avec l'École supérieure de physique-chimie, Michael Tanter et Jean-François Aubry, qui ont développé tous les algorithmes pour les ultrasons focalisés que vous allez voir. Et si on a le temps, on parlera également de stimulation magnétique transcrânienne dans le tremblement essentiel. Alors ces approches par ultrasons, vous connaissez tous les ultrasons, l'échographie. Donc l'échographie, ça fait des images, bien sûr, et vous avez beaucoup d'échographies qui sont réalisées en France chaque année, notamment en obstétrique, ce n'est pas dangereux. Donc on les utilise énormément. On peut utiliser aussi les ultrasons pour aller, avec un effet mécanique, détruire des calculs, par exemple ici des calculs rénaux, ou on peut utiliser les effets thermiques des ultrasons pour aller chauffer des tumeurs et détruire des tumeurs. Le problème, c'est comment adapter ces techniques dans le cerveau. Vous savez que pour les ultrasons, traverser la boîte crânienne, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Il y a beaucoup de difficultés méthodologiques et c'est par contre avec des applications qui sont intéressantes parce que si on arrive à chauffer dans le cerveau à travers la boîte crânienne, on pourra aller détruire des tumeurs, par exemple, ou éventuellement traiter un tremblement essentiel. Alors, quand on utilise une source ultrasonore, vous voyez, on peut fabriquer un front d'onde, et puis ce front d'onde va se déplacer et peut aller se focaliser lorsqu'il traverse le vide sur une toute petite surface, sur un point focal extrêmement réduit. Lorsque on peut modéliser ça, vous voyez, de façon extrêmement précise, avec ensuite toute la focalisation ultrasonore à un point précis qui permettrait éventuellement de le chauffer ou de bouger à cet endroit-là. Le problème, c'est quand on traverse l'os, eh bien, vous voyez, dans ce cas, la présence du crâne va dégrader de façon très nette la focalisation du faisceau ultrasonore en introduisant des erreurs de phase et d'amplitude, que vous pouvez voir également sur cette petite animation, ce qui fait que la focalisation est extrêmement dégradée, voire perdue. Donc la première étape, c'est d'arriver à mettre en place une méthode qui permettrait de corriger ces déformations. Alors, c'est ce qu'ont fait nos collègues de l'École supérieure de physique-chimie avec une source ultrasonore qui, cette fois, est modélisée en partant de l'intérieur de la boîte crânienne, qui va traverser la boîte crânienne et qui va donc être déformée en dehors, puis être récupérée par les transducteurs, et qu'on peut modéliser exactement à l'envers. Et à ce moment-là, en modélisant ces déformations à l'envers, eh bien, lorsqu'on va retraverser la boîte crânienne, on va refocaliser exactement au bon endroit. Donc ça, c'est une sorte d'algorithme de retournement temporel, une sorte de l'onde exprimée en verlan, comme on peut dire, et qui va permettre de refocaliser en traversant malgré tout la boîte crânienne. Alors bien sûr, on ne met pas un hydrophone à l'intérieur de la boîte crânienne, on va essayer de modéliser ça, c'est ce qu'ils ont fait en utilisant le scanner, donc en modélisant la surface crânienne avec le scanner. Ils sont capables d'ensuite aller modéliser les déformations du faisceau ultrasonore pour ensuite permettre de recréer ce faisceau ultrasonore en partant des transducteurs et de le refocaliser au point focal désiré. Pourquoi l'imagerie? Donc, pourquoi je vous parle de tout ça en fait? Parce qu'en fait, on va faire ça à l'intérieur de l'IRM, parce que c'est grâce à l'IRM qu'on va pouvoir détecter en temps réel quasiment l'endroit où on veut tirer. Voici une IRM 3 Tesla. Voilà le casque avec les 512 transducteurs ultrasonores. Voici le système de stéréotaxie, un crâne modélisé. La société Supersonic Imagine a fabriqué ce casque avec ses transducteurs qui permettent de focaliser ici sur la taille d'un grain de riz tous les faisceaux ultrasonores grâce à ces algorithmes. Et l'IRM va faire mieux que ça. L'IRM peut permettre, avec ces méthodes particulières, comme là la Magnetic Resonance Acoustic Radiation Force Imaging, la ARFI, d'aller déterminer, sans chauffer, avant même de tirer, rien qu'en regardant les déplacements dans l'image, qui sont encodés par les informations de phase dans l'image, c'est ce point focal sur lequel on va ensuite aller tirer. Donc là, vous avez une pièce anatomique qui est dans son bocal. Donc là, c'est un cerveau je ne sais plus quel animal. Donc là, vous avez le point focal qui correspond à cette imagerie qui vous montre les micro-déplacements qui sont entraînés par le faisceau ultrasonore, là dans le plan axial, et ici dans l'axe du faisceau ultrasonore, c'est un petit peu moins focal. On voit là la taille de ce point focal.
Et puis le dernier point, c'est de chauffer. Et donc là, pour l'instant, c'est des essais sur des pièces anatomiques. Vous voyez, des travaux qui ont été réalisés par Dorian Chauvet en collaboration neurochirurgien à la Salpêtrière, en collaboration avec l'équipe de l'ESPCI, et qui ont mis en évidence, vous voyez, la région d'élévation de température qui a à peu près la taille d'un grain de riz, donc c'est extrêmement focal, avec un potentiel très important donc de ces techniques qui n'ouvrent pas la boîte crânienne. Alors pour l'instant, c'est encore des essais, ce n'est pas appliqué chez les patients. Il faut bien sûr vérifier toutes les informations de sécurité et éviter les complications, mais des perspectives de traitement non invasif pour les tumeurs cérébrales, le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson, des choses qui sont faites à l'heure actuelle en ouvrant la boîte crânienne et qui pourraient peut-être dans le futur être faites sans ouvrir la boîte crânienne. Je crois qu'il me reste encore 5 minutes pour aborder le dernier point, c'est celui de l'approche thérapeutique par stimulation magnétique transcrânienne. Donc là, cette fois, ce qui va être utilisé, c'est une bobine de stimulation magnétique transcrânienne pour essayer de traiter un trouble neurologique extrêmement fréquent, qui est le tremblement essentiel, qui est souvent d'ailleurs confondu avec la maladie de Parkinson, qui est donc un tremblement d'action et de posture, pas de repos, donc c'est quand les gens bougent qu'ils tremblent, qui va concerner la main, les mains, ou la tête, ou les cordes vocales, à ce moment c'est un tremblement de la voix, ou éventuellement orthostatique, ces gens qui vont trembler en position debout. Pas de cause établie, mais par contre on soupçonne le cervelet et les connexions du cervelet pour différentes raisons, en histologie ou autre. Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, qu'est-ce que ça fait ? C'est la possibilité de créer, avec ce type d'appareil, dans un petit volume, un champ magnétique extrêmement intense, de l'ordre du Tesla, un peu comme une IRM, qui est assez bref et qui va moduler l'excitabilité du cerveau en plus ou en moins. L'IRM intervient pour localiser la cible, donc par exemple là le cervelet, chez ces patients. On pose la sonde, donc voilà cette sonde dans laquelle on fait passer un courant électrique, qui va fabriquer ce champ magnétique, bref, qui va stimuler, exciter ou inhiber le cervelet. Alors, chez nos patients qui présentent le tremblement essentiel, vous avez un test classique de la spirale où vous allez demander aux personnes de remplir cette spirale avec le stylo. Vous voyez, une spirale normale. Chez un patient, avant le traitement, plus la spirale est petite, plus il tremble, et donc plus c'est difficile. Et vous voyez que c'est extrêmement difficile d'aller réaliser ce geste simple de la spirale. Après 5 jours de stimulation, vous voyez, tout de suite, c'est bien meilleur. Là aussi, sans invasive, ce n'est pas une technique invasive. On pose la sonde, on fait 15 minutes de stimulation par jour pendant un certain nombre de jours, et fait 1h30 de séance, et vous voyez un résultat qui est bien, alors, malheureusement qui n'est pas encore longue durée. Donc on travaille sur des aspects un peu plus longue durée. C'est des travaux qui sont menés par Sabine Meunier et Marie Vidaillet, dans l'équipe ICM que nous menons. Et l'imagerie, là, va intervenir de nouveau, pas seulement pour cibler, mais elle va aussi intervenir pour déterminer ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on fait cette intervention. Si on fait cette intervention, on imagine qu'on va modifier les connexions de ce cervelet, on a vu qu'il était anormal, avec le reste du cerveau, et notamment avec les régions corticales. Le cervelet est connecté avec le cortex. Vous voyez, ça, c'est des fibres qui vont de l'un à l'autre. Eh bien, avec nos techniques d'IRM fonctionnelles, on peut mettre en évidence des corrélations fonctionnelles entre les signaux de ces différentes régions, le cortex et le cerveau, ce qui nous donne un indice de connectivité fonctionnelle qu'on peut mesurer chez un volontaire sain, vous voyez, donc une connectivité fonctionnelle relativement importante, totalement effondrée chez un patient avant le traitement et qui récupère chez un patient après le traitement. Donc on a restauré en partie les connexions entre le cervelet et le cortex. Voilà, il me reste 2 minutes pour conclure. Pour vous montrer que finalement on utilise l'imagerie, notamment l'IRM, mais pas que, puisqu'on est très multimodal avec d'autres techniques, pour une approche personnalisée de la pathologie cérébrale avec les tumeurs, qu'on essaye d'aller du diagnostic jusqu'à la thérapeutique, et qu'on travaille également sur la caractérisation clinique des pathologies, précliniques des pathologies cérébrales pour essayer d'intervenir le plus tôt possible chez les patients. Et je souhaiterais remercier tous mes collègues, notamment du Centre de nomagie de recherche de l'ICM, de l'équipe ICM que nous co-dirigeons avec Marie Vidaillet, nos collaborateurs proches en imagerie, également à Neurospin
et nos collaborateurs de l'ESPCI pour tout ce qui est ultrasons focalisés. Merci beaucoup.